Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. La Cour s'est réunie aujourd'hui pour entendre le premier tour d'observation orale de la France sur la demande en indication des mesures conservatoires présentées par la Guinée équatoriale. J'invite à la barre M. François Labrune, agent de la France. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un grand honneur pour moi de paraître aujourd'hui devant votre cour en qualité d'agent de la République française. Je saisis cette occasion pour réaffirmer l'importance que la France attache au respect du droit international et au rôle joué par l'organe judiciaire principal des Nations Unies dans le cadre du règlement pacifique des différends entre États. Permettez-moi également de rappeler l'excellence des relations que la France entretient avec la République de Guinée équatoriale. Le différend qui vous a été soumis par celle-ci ne remet nullement en cause la qualité de nos relations bilatérales et les liens d'amitié forts qui unissent nos deux pays. Je saisis cette occasion pour saluer les représentants de la Guinée équatoriale, ici présents, et de manière particulièrement amicale, mon homologue, son Excellence, M. Carmelo Nvo-Nsa. J'ajouterai que la Guinée équatoriale, hier, a fait état de sa volonté, de ses efforts pour résoudre le différend par la négociation et la conciliation, et a fait état d'un refus des autorités françaises à cet égard. La Guinée équatoriale a paru s'étonner de l'impossibilité pour les autorités françaises de mettre fin à la procédure pénale. Il est vrai qu'en raison du principe d'indépendance de la justice, inscrit à l'article 64 de la Constitution française, le gouvernement français ne saurait donner de directives aux juges français dans l'exécution de leur mission. Il n'y a rien d'insolite à cela. Monsieur le Président, il s'agit de la traduction du principe de séparation des pouvoirs commun aux États de droit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, le moment n'est pas venu d'aborder le fond de l'affaire. Il peut toutefois vous être utile de disposer d'une présentation succincte des faits qui sont à l'origine de ce différend, ainsi que des étapes qui pourrait ponctuer la suite de la procédure pénale en France. Cette procédure se caractérise d'ores et déjà par sa durée très longue. Alors que dans les affaires de délinquance économique et financière, la durée moyenne entre une plainte et le jugement de première instance est de 6 ans, c'est en l'espèce plus de 9 ans qui se sont déjà écoulés entre les premières plaintes déposées en 2007 et la clôture de la phase d'instruction qui précède celle de jugement. L'enquête ouverte dès 2007 a fait apparaître que la France n'était pas le premier pays dont les autorités judiciaires s'étaient intéressées aux activités de M. Nguema Obiang Mangué. Les enquêteurs français ont en effet constaté que celui-ci avait fait l'objet de poursuites à partir de 2006 en Afrique du Sud. Il avait ainsi déposé une déclaration écrite auprès de la Haute Cour d'Afrique du Sud, dans laquelle il avait reconnu que des ministres du gouvernement équato-guinéen aient créé des sociétés privées qui agissaient de concert avec des sociétés étrangères lorsque des contrats gouvernementaux étaient accordés. Et il reconnaissait que dans ces hypothèses, une part importante du prix du contrat revenait au ministre du gouvernement.
Dès 2007, les autorités françaises ont également été informées de l'existence d'une enquête ouverte aux États-Unis à l'encontre de M. Nguema Obiang Mangue et visant le patrimoine qu'il s'était constitué dans ce pays. L'enquête menée par la justice américaine a conduit d'ailleurs à la signature d'un accord en date du 9 octobre 2014 entre le département de la justice américaine et M. Nguema Obiang Mangue. En signant cet accord, celui-ci renonçait à une partie importante de ses avoirs américains à hauteur de 30 millions de dollars. En France, les règles de la procédure pénale ne permettent pas d'interrompre une enquête pénale si la personne qui en fait l'objet consent à céder une partie de son patrimoine. Il convient de rappeler que la procédure pénale engagée en France à partir de 2007 concernait des activités privées de M. Nguema Obiang Mangue sur le territoire français, activités soupçonnées d'être liées à des délits de blanchiment d'argent. Ces investigations ont permis de confirmer que M. Nguema Obiang Mangue avait notamment acquis en France des objets de très grande valeur, bijoux, œuvres d'art, véhicules de grand luxe notamment. Et les factures de tous ces biens de luxe étaient toutes adressées à lui-même, à l'adresse du 42 avenue Foch. Il a été rapidement démontré que cet immeuble appartenait bien à M. Nguema Obiang Mangue. D'ailleurs, le président de la République de Guinée équatoriale, le père de M. Nguema Obiang Mangue, le reconnaîtra dans un courrier adressé le 14 février 2012 au président de la République française. Toutefois, le ministère des Affaires étrangères reçut le 4 octobre 2011 une note verbale de l'ambassade de Guinée équatoriale affirmant, je cite, qu'elle disposait depuis plusieurs années d'un immeuble situé au 42 avenue Foch, Paris 16e, qu'elle utilisait pour l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique. Il était pour le moins surprenant que le protocole du ministère des Affaires étrangères, qui est l'interlocuteur privilégié et quotidien des missions diplomatiques implantées en France, n'ait jamais eu auparavant connaissance de ces prétendus locaux de la mission diplomatique équato-guinéenne. Jamais aucun courrier destiné à l'ambassade, relatif à l'ambassade, n'avait été envoyé de cette adresse. L'ambassade de Guinée équatoriale n'avait pas non plus sollicité de mesures particulières de protection, notamment s'agissant de ses locaux. Jamais une demande d'exonération fiscale n'avait été sollicitée, à l'instar des seuls locaux de l'ambassade de Guinée équatoriale connus des autorités françaises et qui sont situés à une autre adresse, le 29 boulevard de Courcelles. Le ministère des Affaires étrangères notifia en conséquence, le 11 octobre 2011, qu'il ne considérait pas que l'immeuble faisait partie des locaux de la mission diplomatique. Quelques jours plus tard, le 17 octobre 2011, l'ambassade adressait au ministère des Affaires étrangères une nouvelle note qui ne présentait plus l'hôtel particulier comme faisant partie de la mission diplomatique de Guinée équatoriale en France. Cette fois, l'immeuble du 42 avenue Foch était présenté comme la résidence de la déléguée permanente auprès de l'UNESCO, Madame Bindang Obiang. Cette présentation était également surprenante, puisque moins d'un mois auparavant, le 11 septembre 2011, Madame Bindang Obiang avait notifié sa nomination et sa prise de fonction comme déléguée auprès de l'UNESCO, mais en déclarant résider à une autre adresse, située au 46 rue des Bellefeuilles, Paris 16e, et non pas au 42 avenue Foch. C'est ce qui explique que le ministère des Affaires étrangères ait, par note verbale du 31 octobre, contesté cette nouvelle présentation faite par l'ambassade du statut de l'immeuble du 42 avenue Foch. Il est d'ailleurs à relever que l'UNESCO, pourtant concernée au premier chef, ne sera informée du soudain et prétendu changement de résidence de la déléguée permanente de la Guinée équatoriale que 4 mois plus tard,
le 14 février 2012. Et 2 jours plus tard, le 16 février 2012, le ministère des Relations extérieures de Guinée équatoriale sollicitait l'agrément des autorités françaises à la nomination de Mme Bindang Obiang comme ambassadeur de la République de Guinée équatoriale en France, et celle-ci était de nouveau présentée comme résident 46 rue des Bellefeuilles, Paris 16e, et non au 42 avenue Foch. Le 19 juillet 2012, une ordonnance de saisie pénale de l'immeuble situé au 42 avenue Foch était rendue par les juges d'instruction. Une telle saisie n'a qu'une portée conservatoire. Elle était motivée par le fait que les investigations avaient mis en lumière que l'hôtel particulier du 42 avenue Foch avait, selon toute vraisemblance, été financé en tout ou partie avec le produit des infractions visées par l'information judiciaire. Une semaine plus tard, la Guinée équatoriale adressait au ministère une note datée du 27 juillet 2012, indiquant qu'à partir de cette même date, les services de l'ambassade étaient désormais installés au 42 avenue Foch pour l'accomplissement des fonctions de la mission diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères y a répondu par note du 6 août 2012 qu'il ne pouvait reconnaître officiellement cet immeuble comme le siège de l'ambassade et a rappelé que cet immeuble avait fait l'objet d'une saisie pénale immobilière. Entre-temps, M. Nguema Obiang Mangué, alors ministre de l'Agriculture et des Forêts, avait reçu une convocation des magistrats instructeurs pour une première comparution le 1er mars 2012, lui indiquant qu'ils envisageaient sa mise en examen. M. Nguema Obiang Mangué n'a pas comparu. Convoqué de nouveau pour le 11 juillet 2012, M. Nguema Obiang Mangué n'a pas davantage comparu. Les autorités judiciaires françaises ont adressé plus d'1 an plus tard, le 14 novembre 2013, une demande d'entraide pénale internationale aux autorités judiciaires de Guinée équatoriale, aux fins de mise en examen. Et cette demande d'entraide judiciaire a été acceptée le 4 mars 2014, puis exécutée par les autorités équato-guinéennes, lesquelles n'ont, semble-t-il, pas jugé que cette demande était contraire au principe de l'égalité souveraine entre États. Au contraire, ce sont des magistrats de la Cour suprême de Malabo, agissant en qualité de juge d'instruction pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire avec les autorités françaises, qui ont notifié le 18 mars 2014 à M. Nguema Obiang Mangué sa mise en examen. C'est ainsi l'ensemble des charges accumulées tout au long de la procédure, encore une fois j'ai particulièrement résumé, qui a conduit les juges d'instruction français à adopter le 5 septembre 2016 une ordonnance renvoyant M. Nguema Obiang Mangué devant le tribunal correctionnel. Et, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, j'aborde ainsi à présent l'état actuel et les développements ultérieurs possibles de la procédure pénale en France. Cet éclairage paraît d'autant plus utile que les conseils de la Guinée équatoriale ont insisté hier sur le risque prétendument réel et imminent d'une condamnation définitive de M. Nguema Obiang Mangué. Or, en réalité, une éventuelle condamnation définitive de M. Nguema Obiang Mangué ne pourrait pas, s'il exerce les recours à sa disposition, intervenir avant plusieurs années. Je reviens sur l'ordonnance prise le 5 septembre 2016 par les juges d'instruction et qui appelle plusieurs commentaires. Tout d'abord, il convient de relever que cette ordonnance ne retient que l'infraction de blanchiment commise sur le territoire français. Cette ordonnance confirme ainsi que la procédure pénale française et la manifestation de l'exercice par la France de sa souveraineté
et ne constitue pas une atteinte à celle de la Guinée équatoriale. Ensuite, l'adoption de cette ordonnance ne traduit aucun emballement de la procédure, ni ne signale une volonté d'aggraver le différend comme les conseils de la Guinée équatoriale l'ont laissé entendre hier. Je rappelle qu'une durée de 8 mois, qui est particulièrement longue, s'était écoulée entre l'ordonnance du 11 août 2015, par laquelle le juge d'instruction transmettait au parquet le dossier d'instruction, et les réquisitions du procureur de la République en date du 23 mai 2016, réquisitions visant au renvoi de M. Nguema Obiang Mangué devant le tribunal correctionnel. Quant aux juges d'instruction chargés du dossier, ils ont ensuite rendu leur ordonnance 3 mois et demi après les réquisitions du parquet, ce qui représente un délai tout à fait normal et habituel. Au total, c'est 1 année qui sépare la fin de l'enquête de la décision de renvoyer M. Nguema Obiang Mangué devant le tribunal correctionnel. Enfin, il est important de relever que, loin de vouloir précipiter le début du procès de M. Nguema Obiang Mangué devant le tribunal correctionnel, le ministère public, qui est garant du respect des droits de la défense, a pris une initiative qui a pour effet de retarder la procédure. Il a en effet identifié dans l'ordonnance du 5 septembre une lacune, dans la mesure où cette ordonnance ne visait pas les textes d'incrimination et de répression. Et le parquet a engagé des procédures visant à corriger cette lacune. Il a sollicité une audience prévue pour le 24 octobre prochain, et contrairement à ce que la Guinée équatoriale a soutenu dans la demande de mesures conservatoires, cette audience ne marquera pas le début du procès de M. Nguema Obiang Mangué. Elle ne saurait donc pas aboutir au prononcé d'une mesure privative de liberté à son encontre ou à une quelconque confiscation de l'hôtel particulier du 42 avenue Foch. Le caractère uniquement procédural de l'audience du 24 octobre est attesté par un document émanant du procureur de la République financier en date du 3 octobre qui a été communiqué à la Cour. Et vous avez également reçu copie des échanges de messages entre le procureur et les avocats chargés de la défense de M. Nguema Obiang Mangué. Ces échanges attestent que dès le 21 septembre, ces avocats ont été prévenus oralement de l'objet de l'audience et ont eux-mêmes confirmé dès le 22 septembre qu'ils avaient bien compris cet objet, avant qu'il leur soit confirmé par écrit dans un message en date du 26 septembre, soit plusieurs jours avant la présentation de la demande en indication de mesures conservatoires de la Guinée équatoriale devant la Cour. Lors de l'audience du 24 octobre, les juges devront constater l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi. Ils devront renvoyer le dossier au ministère public, lequel devra saisir à son tour les magistrats instructeurs en vue d'adopter une nouvelle ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui sera cette fois-ci exempte de tout vice de procédure. Et ce n'est qu'une fois cette nouvelle ordonnance prise que les premières audiences tendant à examiner au fond l'affaire pourront être fixées en consultation, Maître Chikaya l'a rappelé hier, avec les conseils de M. Nguema Obiang Mangué. Selon toute probabilité, ces premières audiences au fond n'auront pas lieu avant l'année prochaine. Il importe, par ailleurs, de préciser que
M. Nguema Obiang Mangué ne sera pas obligé, par principe, de se présenter à l'audience en personne. Il pourra en effet décider de se faire représenter par ses avocats en adressant une lettre au tribunal en ce sens. Il est vrai que, lors des audiences au fond, le tribunal correctionnel disposera de la faculté de décerner un mandat pour exiger la comparution personnelle de l'intéressé à cette audience au fond. L'exercice de ce pouvoir relève de la libre appréciation du tribunal. Une décision en ce sens est toutefois hautement improbable dans le cas de M. Nguema Obiang Mangué pour 3 raisons. M. Nguema Obiang Mangué, d'abord, peut être jugé en son absence. Il peut d'autre part être légalement représenté à l'audience par ses avocats. Et enfin, un tel mandat, pour être véritablement opératoire, supposerait qu'il soit interpellé et remis aux autorités judiciaires dans le temps de l'audience, alors que la durée de celle-ci ne devrait pas durer plus de quelques jours. Durant cette audience, il est possible que le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, fasse procéder à un supplément d'information ou à une expertise, si ces actes paraissent justifiés. Le procès serait alors reporté à une date ultérieure. Le premier jugement du tribunal sera rendu à la fin des débats, ou plus probablement à une date ultérieure annoncée par le président du tribunal. On parle alors de jugement mis en délibéré. Une éventuelle première condamnation de M. Nguema Obiang Mangué ne pourra donc pas intervenir, en tout état de cause, avant la fin du premier trimestre de l'année prochaine. La question peut se poser de savoir, dans cette hypothèse, si le tribunal correctionnel pourrait assortir une éventuelle condamnation pénale d'un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Nguema Obiang Mangué, hypothèse qui a été évoquée par la Guinée équatoriale hier. En vertu de l'article 465 du Code de procédure pénale, un tel mandat ne pourrait être décerné que si le tribunal condamnait M. Nguema Obiang Mangué à une peine de prison d'au moins 1 année, non assortie de sursis, une peine de prison ferme. Or, une peine d'emprisonnement avec sursis est la solution la plus souvent retenue par les juridictions françaises pour les prévenus qui n'ont pas d'antécédents judiciaires. M. Nguema Obiang Mangué n'ayant jamais été condamné en France, il devrait donc bénéficier d'un sursis s'il était condamné à une peine de prison. Dès lors, il ne pourrait pas faire l'objet d'un mandat d'arrêt. Dans l'hypothèse d'une condamnation en première instance, M. Nguema Obiang Mangué conserverait la possibilité de faire appel, par simple déclaration au greffe du tribunal qui aura rendu la décision contestée, et ce, dans un délai de 10 jours suivant la décision. L'appel constitue l'une des voies de recours dont les effets sont les plus larges. Il s'agit d'une voie de réformation qui, remettant en cause l'autorité de la chose jugée en première instance, afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. On parle à ce sujet de l'effet dévolutif de l'appel. En outre, et surtout, l'appel possède un effet suspensif. Celui-ci est de principe
s'agissant de la procédure pénale. Il implique que l'exécution de la décision contestée n'est pas possible, non seulement pendant la durée du délai d'appel, mais aussi pendant toute la durée de la procédure d'appel. Il importe de préciser qu'en France, le délai moyen actuel pour fixer une audience d'appel est de 1 an à compter de la décision du juge de première instance. Ainsi, dans l'hypothèse d'un jugement du tribunal correctionnel rendu courant 2017, les audiences de la Cour d'appel n'interviendront selon toute vraisemblance qu'au cours de l'année 2018. Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il serait donc sursis à l'exécution du jugement de première instance. La décision rendue en appel pourra également être contestée par M. Nguema Obiang Mangué par le moyen d'un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans cette hypothèse, l'arrêt rendu par la Cour d'appel ne serait donc toujours pas exécuté, l'effet suspensif s'appliquant en principe à la totalité de la procédure pénale. Dans le cadre d'un pourvoi en cassation, l'affaire serait soumise à la plus haute juridiction judiciaire française. Si la Cour de cassation estimait qu'il y a violation de la loi, elle casserait l'arrêt de la Cour d'appel, qui se trouverait ainsi annulé totalement ou partiellement. La Cour de cassation ne jugerait pas toutefois l'affaire au fond. Si l'arrêt de la Cour d'appel était cassé, la Cour de cassation renverrait en principe l'affaire devant une autre Cour d'appel que celle initialement saisie. Le procès pénal en France est donc une procédure longue, menée dans le respect des droits de la défense. Sans préjuger du dépôt d'une éventuelle question prioritaire de constitutionnalité qui pourrait retarder encore la procédure, une décision définitive ne peut donc être attendue au cours de l'année 2019. Et une éventuelle peine privative de liberté à l'encontre de M. Nguema Obiang Mangué, ou la confiscation éventuelle de l'hôtel particulier, ne pourrait donc pas être exécutée avant plusieurs années. Et je répète qu'une condamnation à une peine de prison ferme est hautement improbable, compte tenu du fait que M. Nguema Obiang Mangué serait condamné, si c'était le cas, pour la première fois. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, la France conteste ainsi le bien-fondé de la demande en indication de mesures conservatoires dont la Cour a été saisie. Elle estime en effet que cette demande est dépourvue de tout fondement. La demande ne démontre tout d'abord en rien que la Cour aurait prima facie compétence pour connaître de la requête équato-guinéenne. C'est ce qu'établira le professeur Alain Pellet. La demande ne démontre pas non plus que les procédures qui se dérouleront devant les juridictions françaises seraient de nature à causer un préjudice irréparable au droit allégué, et elle n'est pas plus convaincante s'agissant de l'urgence de la situation. C'est ce qu'établira le professeur Hervé Asensio. En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, 2 points me paraissent revêtir une importance particulière pour la décision que vous aurez à prendre sur cette demande de mesures conservatoires. Tout d'abord, à supposer que M. Nguema Obiang Mangué bénéficie d'une immunité personnelle en raison de ses fonctions, quod non, et qu'il soit exposé avant votre arrêt, au fond, aux effets d'une mesure affectant sa liberté, ce dont j'ai montré que cela était très improbable. Il n'existe aucune base de compétence prima facie pour permettre à la Cour de connaître du statut de M. Nguema Obiang Mangué qui relève du seul droit international coutumier.
Par ailleurs, s'agissant de l'immeuble 642 avenue Foch, à supposer que la Cour dispose d'une compétence prima facie sur ce point, ce qui n'est pas le cas non plus, il n'existe aucun risque réel et imminent de préjudice irréparable et donc aucune urgence justifiant l'indication de mesures conservatoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie pour votre attention et je vous prie de bien vouloir appeler à la barre le professeur Alain Pellet pour qu'il poursuive notre présentation. Je vous remercie. Je remercie M. François Laprune, l'agent de la France,